Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h31, au cœur de cet affrontement entre d'un côté Israël, de l'autre le Hamas, la guerre de l'information aussi. On va en parler dans un instant, mais je voudrais d'abord recevoir mon premier invité, David Rigoulet-Rose. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, David Rigoulet-Rose. Vous êtes docteur en sciences politiques, consultant en relations internationales et spécialiste de la région du Moyen-Orient, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS. David Rigoulet-Rose, tout à l'heure, nous avions un témoignage, le témoignage d'une Israélienne qui franco-israélienne, qui nous disait voilà ce que j'ai eu comme nouvelle. La dernière, petite fille de 8 ans, otage du Hamas, actuellement à Gaza, détenue quelque part otage à Gaza, violée, filmée avec son propre téléphone. La vidéo a été envoyée à son père. Les otages sont au cœur aujourd'hui de toutes, évidemment, les préoccupations. Ces otages, je me posais la question ce matin, est-ce que la vie des otages va passer ou doit passer avant la vengeance, avant la destruction du Hamas que veut Israël ? Ah bah c'est un dilemme terrible, et c'est d'autant plus terrible parce que la vie n'a pas de prix dans la culture juive. Donc effectivement, et d'ailleurs il y a des précédents où les Israéliens sont allés très loin dans l'acceptation pour négocier, pour sauver, pour récupérer des soldats prisonniers, comme l'a fait justement Gilad Shalit, voire récupérer des corps de soldats tombés. Donc évidemment c'est un dilemme terrible parce que les décisions qui risquent d'être prises mettent les responsables politiques devant quelque chose de quasiment ingérable. Compte tenu par ailleurs de ce qu'ils estiment être des impératifs stratégiques vis-à-vis du Hamas. Alors le Hamas joue là-dessus évidemment. Il y a un sadisme communicationnel qui est mis en œuvre. Le calcul on a pu penser que le calcul aurait été un calcul justement pour utiliser un mécanisme inhibiteur et empêcher ou différer la réponse israélienne. Les Israéliens savent très bien que c'est effectivement une stratégie aussi mise en œuvre. Donc les otages seront sacrifiés, c'est ce que vous voulez me dire ? Sacrifiés certainement pas, parce qu'il y aura sûrement des tentatives dans le cadre du lancement d'une opération majeure de récupérer autant qu'il est possible les otages, mais ça constituera pas une inhibition suffisante pour hypothéquer cette opération. Tout simplement parce que l'opération aura lieu, l'entrée sur terre, à terre. L'entrée dans Gaza, l'opération aura lieu, avec évidemment cette volonté de sauver les otages, mais le temps n'est plus à la diplomatie des otages, comme ça peut être le cas par le passé, tout simplement parce que les impératifs temporels sont trop contraignants pour pouvoir se permettre en fait de différer justement la réponse massive qui va être mise en œuvre. Alors évidemment, Fabrice Epelmoin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, enseignant en Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Je marquais. Je parlais de l'influence des réseaux sociaux, évidemment. Là, on a vu un déferlement, comme on en voit, mais là, comme j'ai rarement vu. Déferlement d'images venues de tous les côtés. Venues, évidemment, des terroristes du Hamas, venues de l'armée israélienne, venues du gouvernement israélien. Cette utilisation qui, finalement, donne le vertige. Fabrice Epelmoin. Oui, ça donne le vertige. Ce niveau d'horreur donne le vertige. Oui. On n'avait pas vu ça depuis bien avant que nous soyons nés, vous et moi. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux en 1940. Mais les images auraient été tout aussi terribles. La vraie question qui se pose, c'est doit-on mettre un filtre parental vis-à-vis de la population française et européenne ? C'est la question que pose Thierry Breton. Ou doit-on permettre aux adultes, évidemment pas aux enfants, d'avoir accès à la réalité de la situation. C'est une question qui semble avoir été assez tranchée au sein de la population israélienne, qui n'a pas pour habitude de mettre des pincettes ou des filtres, mais qui visiblement se pose, pas nécessairement au sein de notre population, mais en tout cas au sein des autorités, qui semblent considérer que la population n'est pas en âge d'avoir accès à ce genre d'images.
et qui remarque fort justement que dans ce flot d'horreur se mêlent beaucoup de fake news. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est très difficile de... Comme d'habitude ou plus que d'habitude? L'horreur étant quand même d'un niveau infiniment supérieur, et Dieu merci, à ce à quoi on assiste d'habitude, oui, la quantité de fake news est certainement plus élevée que d'habitude, mais il est important de souligner qu'il n'y a pas d'outil de mesure, qu'il est très compliqué de comparer quand on n'a pas d'outil de mesure, et que preuve a été faite que du temps de lointain où Twitter n'était pas dans les mains d'Elon Musk, les outils de mesure étaient faussés et la communication était faussée. Et ça a été publié, même si ça a été fait discrètement. Donc c'est très compliqué de comparer deux situations sans avoir un maître étalon. Alors nous n'avons pas ce maître étalon. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de désinformation et que les outils mis en place par Twitter, je pense à une fonctionnalité qui s'appelle Community Notes, qui permet à tout un chacun de faire du debunking en quelque sorte, tournent en plein, ont l'air d'être efficaces. Il y a eu 500 fake news débunkées, plus de 3000 duplicata de fake news débunkées, parce que maintenant ces notes s'attachent à des médias, des films ou des images. Donc si vous récupérez une image et que vous la rediffusez sur votre compte et qu'elle a été identifiée comme étant une fake news, elle est toujours identifiée comme étant une fake news. Ça a l'air assez efficace. 500 fake news débunkées dans l'absolu, on se dit que c'est infiniment supérieur à tout ce que peut faire le système de debunking actuel qu'on a connu à travers les décodeurs, check news, mais ça reste probablement très insuffisant face au déferlement de fausses nouvelles. Cette guerre informationnelle qui est là évidente. Évidemment, le Hamas s'en sert. Le Hamas utilise ces images pour semer la terreur. On parlait de semer la terreur tout à l'heure. Il y a une volonté là. Ah oui, c'est incontestable. C'est fait délibérément, à un niveau jamais atteint, probablement. Donc il y a quelque chose d'assez sidérant dans le caractère exponentiel, effectivement, de l'instrumentalisation visuelle de l'hyperviolence. Oui. C'est effectivement pour tétaniser la société israélienne. C'est efficace à court terme, parce qu'effectivement, il y a un effet de sidération devant l'horreur. Mais ça va conforter les Israéliens dans le caractère implacable de la l'horreur pour entraîner la réaction. Alors, il y a des choses qui dépassent l'imagination. Je pense à ces grands-mères qui ont été massacrées, photographiées avec leur téléphone portable et dont le terroriste a posté l'image sur son propre flux Facebook. Je racontais tout à l'heure, nous avions un témoignage d'une petite fille de 8 ans violée. Ça a été filmé avec son téléphone portable par le violeur ou les violeurs. Et l'image a été envoyée à son père. C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Et c'est vrai que c'est le genre de choses où on est obligé de se mettre à la place des familles et de ressentir cette horreur. Après, l'effet de tétanisation sur la population israélienne n'a qu'un temps et ça laisse place à une colère qu'on ne peut qu'écouter et comprendre respectueusement, parce que le temps n'est pas, en tout cas pour eux, à la réflexion et à l'analyse. Ils y viendront. Parce que même si elle a lourdement dérivé, ça reste une démocratie et Netanyahou aura des comptes à rendre sur ce fiasco. Mais pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Et pour l'instant, le sujet, c'est effectivement nous qui sommes à des milliers de kilomètres et nécessairement plus à distance émotionnellement de ce qui est en train de se passer sur place, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre l'utilisation que fait le Hamas de ce renouveau du terrorisme en quelque sorte, et d'essayer d'anticiper ce qui va arriver chez nous, immanquablement, et la façon dont il serait sain de s'y préparer. Nous allons parler, est-ce que l'on doit, je sais pas moi, pas censurer, mais mieux contrôler, ce qu'il est possible de mieux contrôler. On va en parler juste après la pub, parce que vous avez vu l'intervention de Thierry Breton, vous avez vu la réponse d'Elon Musk, le patron de X, anciennement Twitter. On va en parler dans un instant, il est 9h41. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nos deux invités, David Rigoulet-Rose et Fabrice Epelboin. Messieurs, vous êtes habitués à l'analyse, vous êtes habitués à la réflexion. Difficile, là, devant les événements. C'est un cas totalement. Vu l'ampleur de l'horreur, c'est vrai que c'est difficile de rester
purement analytique, c'est clairement. C'est clair qu'on le voit dans la société française. Il y a une fracture qui s'est dessinée très rapidement et une polarisation qui ne surprendra personne dans les gens qui sont habitués à analyser la société française à travers les réseaux sociaux. Justement, vous travaillez sur les réseaux sociaux en permanence. Vous regardez, vous analysez, vous réfléchissez. Vous voyez sur les réseaux sociaux en France, les réactions, vous en voyez beaucoup, les réactions de personnes qui applaudissent devant ce qui s'est passé. Oh là, oui. Qui appellent à manifester leur soutien, non pas finalement à la cause palestinienne, parce que la cause palestinienne, même les pays arabes se sont toujours moqués des Palestiniens. Finalement, ils les ont traités, moqués, oui, les ont pris un peu comme des seconds, sans grand intérêt. Vous sentez qu'il y a vous le voyez sur les réseaux sociaux, là, à l'occasion de ce drame? On le voit, on l'analyse, on a des outils pour ça, et effectivement, on voit une polarisation complète de la société, avec finalement assez peu de gens qui ont une position intermédiaire et modérée, et puis des clivages nets, une fin d'une certaine hypocrisie, ce qui, quelque part, est peut-être pas plus mal. Mais oui, bien sûr, on voit aussi bien des gens qui sont dans le désir de vengeance absolue, parce qu'ils sont impliqués émotionnellement sur la situation sur place, parce qu'ils ont aussi une facilité à utiliser soit le peuple palestinien comme prétexte pour aller à la guerre, soit le peuple juif comme prétexte pour aller à la guerre, d'un côté comme de l'autre, et ça, il y en a énormément dans la société française. Et finalement, assez peu de monde qui, pour l'instant, mais on est dans les 72 heures qui suivent le début de l'horreur. On a peut-être besoin d'un peu de temps pour que la poussière retombe. Il y a très peu de gens qui ont une position calme et pondérée. Oui. Je ne prétends pas en faire partie. Non, mais il y a très peu de gens. Très peu. Vous êtes surpris ? Non, parce qu'on parle. Bon, non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le risque latent, et on perçoit bien des radiations qui arrivent. Oui. Et c'est très préoccupant parce que, en plus, la logique des réseaux sociaux font que les mécanismes inhibiteurs n'existent pas vraiment. Oui. Et donc, c'est effectivement au contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est pris au premier degré. Ça veut dire qu'on a arrêté d'enseigner la Shoah dans le secondaire depuis bien longtemps, qu'on a calé une armoire avec un rapport qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » en 2005, il y a près de 20 ans, qui nous avertissait du danger qu'il existait à justement laisser l'antisémitisme faire son nid dans le système éducatif. Mais c'est trop tard, c'était il y a une génération. Et qu'on a glissé ça gentiment au prétexte que cet inspecteur d'académie qui avait rédigé ce rapport était un facho. De mémoire, je crois qu'il était socialiste. Et puis voilà, on s'est endormi pendant une génération. Et sur les réseaux sociaux, il y a une modération peu réactive, vous pensez? Insuffisamment réactive? C'est toujours l'enjeu du contrôle. Quand il y a eu les émeutes, il y a eu une déclaration du président chef de l'État qui a suscité des réactions où il disait que la question se posait justement éventuellement de bloquer un certain nombre de... Et évidemment, ça a fait réagir les différents partis politiques par rapport à la liberté d'expression, etc. Mais c'est vrai que la question est posée, c'est-à-dire à partir du moment où on estime qu'il y a un risque de ne plus contrôler du tout la situation et où un effet d'accélération à travers les réseaux sociaux qui est effectivement très, très dangereux de ce point de vue-là, puisqu'il n'y a pas de filtre. On ne peut pas avoir ce genre d'action de modération. D'abord, la modération automatique par algorithmie, en dehors du fait qu'elle est interdite par le règlement européen DSA, ne peut pas faire cette tâche-là. On a des informations qui sortent de Facebook, qui ont fuité de Facebook, qui montrent que les plus optimistes en interne pensent que 5% des contenus pourraient être gérés par de l'intelligence artificielle, mais que pour le reste, il faudra faire ça à la main. Et puis, il faut quand même bien s'imaginer ce que ça représente en masse salariale. Je vais vous donner quelques chiffres. Les Chinois, pour modérer une population sur les réseaux sociaux qui est comparable à un peu plus gros que l'Europe, mais malgré tout dans les mêmes ordres d'idées, quelques centaines de millions de personnes, ont entre 1 et 2 millions de personnes qui s'attellent à la modération. Oui, payés par l'État, donc ça n'est pas la charge de par Facebook. l'État, oui. La France devrait passer de 1 à 100
sa capacité de modération sur Facebook et Twitter en fonction de est-ce qu'on est dans une situation de crise comme on l'a vécu ce week-end, ou est-ce qu'on est en temps normal comme on l'était encore jeudi? Quelle entreprise peut passer de 1 à 100 sa masse salariale? Ça n'est pas possible. Donc il y a une vraie impossibilité. Là-dessus, Twitter a une approche qui est de décentraliser, de distribuer la modération en quelque sorte, entre autres à travers cette fonctionnalité de Community Notes. Le problème, c'est qu'il est impossible d'avoir une analyse froide de Twitter dans la mesure où Elon Musk est parti en guerre contre les journalistes, une lutte à mort. Et que c'est assez compréhensible. Une lutte à mort contre les journalistes, c'est-à-dire selon vous, quel est son objectif? Ah mais c'est très simple. Montrer que les journalistes sont inutiles, montrer que les journalistes sont partiaux. On est passé d'un 20e siècle où les milliardaires achetaient des médias pour s'acheter de l'influence, à un 21e siècle où les multimilliardaires achètent des réseaux sociaux pour acheter de l'influence. Les journalistes ne sont qu'un pion là-dedans. Ils n'ont effectivement plus d'utilité sociale dans ce monde de réseau social. À partir du moment où vous avez une fonctionnalité qui permet, à partir d'un tweet, qui est une information brute, de valider sa véracité et ensuite de la contextualiser et de l'enrichir, ce que fait Community Notes, c'est le métier d'un journaliste. Il reste l'investigation, évidemment, mais l'investigation, soyons sérieux, en France, c'est quoi? C'est 1% des détenteurs de cartes de presse. Et le terrain. Et le journalisme de terrain. Le terrain, pas forcément. Si vous regardez des expériences comme les observateurs de France 24, qui sont un peu aujourd'hui plus vraiment mis à l'honneur, on peut avoir des alternatives au terrain. Le terrain peut être fait par le terrain lui-même. Donc on a une profonde remise en question à faire dans le monde de la presse qui n'est absolument pas à l'ordre du jour. Et puis on est dans une situation désespérée. Il faut être honnête, la France avec les États-Unis et la Corée du Sud sont les 3 pays dans lesquels il n'y a plus la moindre confiance envers les médias. Plus la moindre. En Allemagne, le niveau de confiance de la population envers les journalistes est le double de la France. Le double. On est vraiment les derniers de la classe, même pas du monde occidental. La Corée du Sud, c'est pas vraiment l'Occident. Donc là-dessus, cette remise en question, tant qu'elle n'a pas lieu, on va à la perte des médias. Musk le sait très bien, la situation est totalement similaire aux États-Unis. Il en joue, il n'aime pas les journalistes, mais au final, il fait partie d'une écrasante majorité de la population américaine à ne pas aimer les journalistes. Il a fait des révélations lors de sa prise de contrôle de Twitter qui ont montré des choses absolument incroyables, notamment sur le système de modération algorithmique qui était en place jusque-là, son fonctionnement, ses modalités, des choses qui, pour des gens comme moi, sont très intéressantes, qui ont été totalement passées sous silence. À un moment, oui, on est dans une lutte à mort. Oui, mais donc, il n'y a rien à faire. Si je vous écoute bien, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est ce que vous pensez. Absolument. Vous pensez qu'il n'y a rien à faire. Je suis pas un expert de la question, un expert technique, donc je peux pas me prononcer, mais je conçois que ça soit vraisemblablement très très difficile effectivement de parvenir à un mécanisme. Alors sauf si on est dans un état. Ça veut dire qu'Elon Musk gouverne le monde. C'est une capacité. Non, pas plus que Bolloré, pas plus que Xavier Niel, pas plus que non, il gouverne les tuyaux de l'information. Alors qu'auparavant, on achetait les salles de rédaction. Alors évidemment, on ne paye pas les journalistes, Xavier Niel n'appelle pas les journalistes du Monde, mais malgré tout, c'est lui qui fait les chèques à la fin du mois. Là, il contrôle les tuyaux. Et à partir de là, il faut comprendre typiquement ce qu'on appelle techniquement le shadow ban, la façon dont ça fonctionnait pour comprendre vraiment ce que ça voulait dire et ce que ça veut dire encore, de contrôler les tuyaux de l'information mondiale à un niveau planétaire. Et malheureusement, cette information-là n'a pas été traitée par les médias. Donc c'est très compliqué de regarder ça en face. Non, puis le problème, c'est que l'alternative, elle est quand même relativement simple, si tant est que ça puisse être caractérisé de cette manière. Quand on a vraiment un contrôle sur ce type d'outils, on est dans une logique chinoise ou iranienne. Alors là, effectivement, il y a un verrouillage qui est fait, mais du coup, ça hypothèque structurellement ce qui est considéré comme une valeur cardinale chez nous, à savoir la liberté d'expression. Et entre les deux, il n'y a pas tellement de moyens. C'est ou sans filtre d'un côté, ou effectivement un verrouillage de l'autre. Et dans l'alternative, le premier terme de l'alternative, c'est Elon Musk, effectivement, en disant que il s'agit de ne pas empêcher que tout soit accessible, même si il a intégré le DSA dans ce système de modération. Après, il reste à voir s'il y a des ressources derrière. Il y a une dévaluation informationnelle en réalité. Mais vous, en tant qu'analyste,
Mais même connaissez bien. Comment faites-vous? Même nous, on est obligé d'être extrêmement prudent parce que la notion même de vérité est dévaluée. Totalement. Elle est totalement dévaluée. On est dans un monde finalement nietzschéen. La vérité n'existe plus. On est dans le Truman Show. Et donc effectivement, c'est extrêmement difficile d'établir ça, parce que ça prend du temps d'établir une information, la qualité de l'information. En fait, c'est la qualité de l'information, parce que tous ces réseaux, tout est horizontal. Tout est horizontal. Cette vérité qui n'existe plus fait divaguer les esprits. Mais il y a de quoi. On a traversé une crise Covid qui a été gérée avec la peur, en instillant la peur. Et on a quand même l'ancienne ministre de la Santé qui nous explique avant-hier sur Public Sénat, ou la semaine dernière sur Public Sénat, que dès les débuts, dès janvier, dès les tout débuts de l'épidémie, les soupçons étaient très forts sur un laboratoire P4, mais qu'ils ont quand même appris assez rapidement que le virus avait été issu d'un laboratoire P3 à proximité. Et pendant ce même temps, on a une armada de gens payés par l'État et de médias qui nous ont bassinés avec le pangolin et qui ont pourchassé toute personne se posant des questions sur la possibilité que ce virus... Mais c'est vrai pour le Covid, mais c'est vrai pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou pendant des semaines on a parlé de la maladie de Poutine, ou pendant, etc., ou pendant des semaines on a dit la guerre va durer quelques jours et la Russie va écrabouiller l'Ukraine. C'est pour ça que Musk a un jeu très facile, taper sur des journalistes qui sont à ce point enfoncés dans le mensonge et qui jamais ne s'excusent, jamais ne font un errata. C'est facile. Non, je dirais le paradoxe de l'alternative que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'on est finalement entré dans un monde quasiment post-démocratique. Oui, post-vérité, post-démocratique. Et même dans les pays qui se revendiquent justement des valeurs démocratiques. Et c'est ça le drame. Merci messieurs. Merci d'être venus nous voir ce matin, vraiment. Vous êtes sur Sud Radio, c'est très intéressant. Réfléchir comme ça fait du bien. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent, juste après les infos de 10h, Laurent Fontaine et Pascal Bataille, les deux animateurs. Il n'y a que la vérité qui compte revient avec plus de 50 histoires inédites. Merci, 9h57.